Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Hasard du calendrier, Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, a comparu ce lundi au tribunal d'Abidjan, alors que le procès de son époux Laurent Gbagbo s'est lui aussi rouvert à La Haye. Le Kenya a tiré des leçons du drame du 29 avril 2016. Les autorités ont lancé une opération de démolition de 78 immeubles à risque à Nairobi, la capitale. Et puis le Marocain Sofiane Boufal, lauréat du prix Marc-Vivien Fouet 2016, prix qui récompense le meilleur joueur africain du championnat français de football. Mais avant de développer ces titres, nouveau procès sur le génocide rwandais. Il s'est ouvert ce mardi 10 mai 2016 en France. 2 anciens bourgmestres comparaissent devant les assises de Paris pour leur participation présumée au génocide. Il s'agit d'Octavien Genzi, 61 ans, et de Tito Baraira, 64 ans, accusés d'avoir directement participé au massacre des réfugiés Tutsis regroupés dans une église. Le procès doit durer 2 mois. On écoute à ce propos Richard Digasra, avocat des parties civiles. Ça fait plus de 20 ans que les personnes que je représente ont subi ce qu'ils ont subi. Donc ils ont été victimes de génocide, de crimes contre l'humanité. Ça fait 20 ans qu'ils attendent justice. Donc aujourd'hui, enfin, nous espérons qu'ils vont pouvoir obtenir justice. C'est la 2e fois en France que la compétence universelle est appliquée. Et voilà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est une procédure qui touche à une partie de l'histoire. Donc c'est le génocide quand même. Simone Gbagbo, ex-première dame ivoirienne, s'est présentée pour son audience solennelle devant la cour d'assises d'Abidjan pour crime contre l'humanité ce lundi. Point de départ d'un procès qui devrait durer 2 mois. Les précisions d'Oumougal Somba. 1 an après sa première condamnation à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État, l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire sera jugée pour crime contre l'humanité et crime de sang. Ce sera à partir du 31 mai 2016 à Abidjan. Selon les spécialistes, elle encourt la prison à vie, conformément au code pénal ivoirien. Simone Gbagbo, actuellement incarcérée à Abidjan, était présente au tribunal ce lundi 9 mai. Comme je l'ai dit, je vois en tant que défenseur des droits de l'homme, on se réjouit qu'enfin ce procès puisse avoir lieu. Parce qu'il y a eu, comme on le dit, il y a eu, selon les chiffres officiels, plus de 3000 morts. Il fallait qu'il y ait un procès. Et Amnesty se réjouit de ce procès. Mais tout ce que nous demandons, est vraiment que ce procès soit équitable. Et là, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important pour nous et pour la plupart des victimes. Et nous, par contre, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'au-delà de Mme Gbagbo, que ce procès soit ouvert pratiquement à toutes ces personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité pendant la crise en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo a comparu ce lundi en même temps que 13 de ses co-accusés. Les avocats de l'ex-première dame ivoirienne dénoncent la composition des membres du jury. Ils estiment que la liste des jurés est composée à majorité de personnes issues du Nord ou malinquées, alors que leur cliente, Simone Gbagbo, est poursuivie pour crime sur des gens du Nord. Mais écoutez, je tiens à vous dire déjà effectivement que nous protestons parce que les jurés en assises constituent 80% de la décision qui va être rendue. Le gouvernement ivoirien devrait revoir la composition de la liste des jurés. Mais bon, même si elle la reverra pour 2018-2019, je veux dire, ou 2020, ça ne servira plus à rien. Âgé de 66 ans, Simone Gbagbo se présentera le 31 mai devant la cour d'assises ivoirienne. L'État ivoirien refuse son transfèrement à la Cour pénale internationale. Les autorités se disent en mesure d'assurer en toute équité le procès de l'ex-première dame ivoirienne. La crise pétrolière n'épargne pas le Gabon, notamment la ville économique de Port-Gentil, où l'on enregistre plusieurs centaines de licenciements depuis quelques mois. Il faut dire que le Gabon est fortement dépendant de l'exploitation de l'or noir. Explication dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Depuis la chute du prix du baril de pétrole en dessous des $40, la situation socio-économique du Gabon est au plus mal. La capitale économique du Gabon, Port-Gentil, est l'une des villes les plus touchées par la crise du pétrole dans le pays. On dénombre plus de 1500 emplois précarisés. Pourtant, selon Casimir Oyemba, ancien gouverneur de la BEAC, le Gabon a déjà connu pareille situation. Dans les années 90-95, nous avons également connu des moments qui n'étaient pas de toute simplicité sur le plan économique et social. On a pu les résoudre dans le passé parce que les autorités de l'époque ont pu mettre en place des mesures de redressement, d'amélioration de la gestion. Donc de bien analyser
les tenants et aboutissants de la situation, tous les aspects de la situation, et d'avoir la volonté farouche de la redresser. Conscient de la situation du pays, le gouvernement travaille à maintenir l'emploi, notamment dans le secteur pétrolier et dans la ville économique Port-Gentil où le chômage a doublé. Le gouvernement fera des efforts pour maintenir l'emploi et travailler à ce qu'il y ait d'autres secteurs d'activité à Port-Gentil qui essaient d'absorber. Mais c'est un vrai problème. Nous ne sommes pas le seul pays à le connaître, mais nous tenterons de trouver des solutions, non seulement pour les compatriotes de Port-Gentil, mais pour tous les compatriotes pour lesquels il faut trouver une solution d'emploi. Le Gabon est dépendant de son secteur pétrolier dont les revenus constituent environ 50% des recettes budgétaires de l'État. Un budget au titre de l'année 2016 qui s'élève à 2626 milliards de francs CFA, en baisse de 25,2 milliards de francs CFA par rapport à celui de l'année dernière. Entre 1990 et 1995, le Gabon avait déjà connu semblable situation avec le repli de 55 et 43% des prix du pétrole et la décélération de 4 et 3 points du système de croissance du PIB. Mais le pays a su remonter la pente. C'est un incident qui a provoqué une prise de conscience une semaine après l'effondrement d'un bâtiment qui a causé la mort de 42 personnes. Les autorités kenyanes ont lancé une opération de démolition de 78 immeubles, des bâtiments jugés à risque. Plus de précisions avec Siam Victoria Sedi. Plus d'une semaine après l'effondrement d'un immeuble dans la banlieue de Nairobi au Kenya, la ville est le théâtre d'une opération de démolition menée par les autorités. À l'origine de ce drame qui avait coûté la vie à une dizaine de personnes, un bâtiment de 6 étages en mauvais état. Les autorités ont décidé de la destruction de plusieurs autres, jugés illégaux. Une mesure, selon eux, pour éviter un autre drame. Ce sont au total 78 édifices choisis qui seront démolis. Cet exercice ne prendra fin que lorsqu'ils le seront. Ils sont dangereux, les gens ne peuvent pas continuer à y vivre. On ne veut pas qu'un nouveau drame se produise. La destruction de ces bâtiments a créé de la désolation au sein de la population. Celle-ci estime n'avoir pas été prévenue à temps, craignant d'être des sans-abri, exposés au pillage et aux intempéries. Ils ont inscrit la marque X sur les bâtiments depuis la veille et nous ne savions pas ce que cela signifiait. Maintenant, avec la démolition, on nous dit de partir alors que nous n'avons pas d'argent. Le propriétaire a déjà touché le loyer, on a des enfants et pas de travail. On ignore que faire. Cette évacuation ne se fait pas dans les normes. Les gens ne sont pas préparés, ils sont exposés au pillage. Ce sont des habitats précaires, nous luttons pour vivre et on nous prévient seulement 2 jours avant d'évacuer. Les populations n'ont pas d'argent. L'effondrement du 29 avril 2016 avait fait plusieurs victimes. Le dernier bilan du 2 mai 2016 faisait état de 16 pertes en vie humaine et d'une 70aine de personnes disparues. En plus des mesures de démolition, le président kenyan Uhuru Kenyatta avait ordonné l'arrestation des propriétaires du bâtiment effondré. Du sport à présent, le Marocain Sofiane Boufal a remporté ce lundi le prix Marc Vivien Foé 2016. Il devance le Sénégalais Cheikh Ndoye et l'Algérien Rachid Ghezal. Corinne Kamdem. Sofiane Boufal, gagnant de l'édition 2016 du prix Marc Vivien Foé. Le milieu offensif du LOSC succède à André Ayou en tant que meilleur joueur africain de la saison 2015-2016 en Ligue 1. Il devance au classement du prix Marc Vivien Foé 2016 le Sénégalais d'Angers, Cheikh Ndoye, arrivant en 2e position, et l'Algérien Rachid Ghezal de l'Olympique lyonnais, arrivant en 3e position. C'est mérité. Il a prouvé qu'il avait les capacités donc d'arriver à ce niveau-là. Il a fait des performances, il s'est bien entouré des gens, des conseillers, et en même temps sur le terrain, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. C'est une belle récompense individuelle pour Sofiane Boufal, qui a récemment fait le choix de représenter la sélection du Maroc, se rendant ainsi éligible au prix Marc Vivien Foé. À seulement 22 ans, il est auteur cette saison de 11 buts et 4 passes décisives avec Lille. Durant toute la saison, il a démontré son caractère indispensable à l'organisation offensive de son club. Certains observateurs lui promettent un avenir brillant s'il bénéficie d'un bon encadrement. Le haut niveau demande beaucoup d'exigences. Il peut aller au niveau supérieur. L'entourage joue un grand rôle auprès de nos jeunes joueurs. Si l'entourage est compétent, si l'entourage est bien posé, réfléchi, intelligent, et qu'ils apportent des bons conseils à ce garçon et qui aussi, de son côté,
exigeant avec lui-même, ne tombe pas dans tout ce qui est routine, je pense que oui, il a toutes ses chances pour faire une très bonne CAN et arriver même à avoir des prix. Absent depuis le 30 avril suite à une blessure contractée lors d'un match contre l'Orient, Soufiane Boufal ne terminera pas la saison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.